Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le vendredi 15 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Alex est le premier ouragan de l'année situé aux Açores. Il ne sera pas menaçant pour notre archipel. Depuis ce matin, les licenciés de tennis antillais sont prioritaires pour acheter leur ticket pour le premier tour de la Coupe Davis. Pendant 10 jours, une mission interministérielle va évaluer les actions entreprises en Guadeloupe pour faire face au phénomène d'échouage des sargasses. Le journal Aurélie Ronze. Et c'est un phénomène qui fait beaucoup parler de lui depuis ces derniers jours. Alex est un ouragan qui est situé actuellement dans les Açores. Rassurez-vous, il n'y a pas de menace pour les Antilles. Toutefois, c'est un phénomène assez rare pour la saison. La dernière tempête tropicale née en janvier remonte en 1978. Pour un ouragan, il faut remonter en 1938. Explication de ce phénomène avec Anne-Elisabeth Artsen. Formé en début janvier, l'ouragan Alex attire l'attention des météorologues de par son caractère exceptionnel en cette période. Mais ce phénomène ne concerne pas du tout notre archipel. Cependant, on lui doit tout de même la forte houle de ces derniers jours. Quand les vents atteignent le stade de tempête puis le stade ouragan, il est suivi en fait comme un phénomène cyclonique de notre saison cyclonique habituelle. Alors évidemment, ce type de phénomène n'est absolument pas susceptible de concerner la Guadeloupe ou l'arc antillais puisqu'il se déplace à contresens, il va vers l'Europe. Et là, il menace directement l'archipel des Açores, donc au large du Portugal. Il est à quelque chose comme 3500 km de la Guadeloupe, très très loin. On a vu tout ce qu'on avait à en voir avec cet épisode de houle de nord, donc un effet indirect sur notre archipel. Et maintenant, il va remonter plein nord sur l'Atlantique. Passé au nord de l'arc antillais entre dimanche et lundi, l'ouragan continue sa route vers le nord et l'archipel des Açores, qui subiront les assauts de cet ouragan avec une mer agitée et des vents violents. Les rafales pourraient atteindre plus de 150 km/h. La dernière fois qu'un phénomène subtropical s'est formé en janvier, c'était en 1978. L'actualité sportive du jour, c'est l'ouverture de la billetterie pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Seuls les licenciés antillais et guyanais peuvent réserver leur place depuis ce matin. Les licenciés de tennis de la métropole, eux, devront attendre lundi. Max Cyril nous en dit plus justement sur la procédure. Ce vendredi, samedi et dimanche jusqu'à minuit, c'est l'ouverture de la vente des billets de la Coupe Davis pour les licenciés Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ils n'auront droit seulement à 4 billets par personne et par jour. C'est pour cela que vous allez sur le site www.fft.fr et vous trouvez à ce moment-là, quand vous ouvrez, vous allez sur Fédération française de tennis, Coupe Davis 2016, et à ce moment-là, vous suivez toute la procédure. Il faut savoir que c'est une société Ticketmasters qui vend les billets. Si vous êtes déjà adhérent à ce site, vous mettez votre numéro de passe, votre mot de passe. Si vous n'êtes pas adhérent, vous créez un compte. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez, à ce moment-là, on vous montre le site Amédée Dautreau, Coupe Davis 2016. Et à ce moment-là, quand vous cliquez dessus, on vous donne les jours et tout de suite en bas, on vous demande le mot de passe. Et c'est là que c'est la précision importante. Pour les licenciés, il faut mettre le numéro de la licence et non le mot de passe que vous venez de créer ou que vous avez déjà sur ce site. Une fois que vous mettez votre numéro de licence, vous suivez toute la procédure. Sans aucun point de vente en Guadeloupe, le grand public pourra assister à cet événement, mais pour eux aussi, ils devront réserver leurs billets par Internet et ce sera à partir du 21 janvier jusqu'à minuit. Nous souhaitons tous que la Coupe Davis, qui est un événement exceptionnel, soit aussi l'occasion d'une grande fête et que l'ensemble du public guadeloupéen, et d'abord les licenciés, adhèrent et en fassent une fête véritablement. C'est ce que souhaite d'ailleurs le capitaine de l'équipe de France, mais aussi l'ensemble de la fédération et de la Ligue de tennis. Et on rappelle que le premier tour de la Coupe Davis se jouera du 4 au 6 mars prochain à Baie-Mahault.
Éducation à présent avec les syndicats du premier et du second degré qui ont rencontré cet après-midi le recteur d'académie de Guadeloupe. Une réunion de négociation suite à leur alerte sociale lancée le 4 janvier dernier. L'intersyndicale dénonce notamment des suppressions de postes. Leur ultimatum avec une menace de grève prenait fin aujourd'hui. Qu'en est-il? Élément de réponse avec Anne-Elisabeth Artsen. La ministre de l'Éducation nationale avait annoncé durant les vacances de décembre la suppression de 35 postes dans le second degré et 0 création pour le premier degré. Les syndicats d'enseignants s'étaient alors unis pour dénoncer ces suppressions. Cet après-midi, ils ont été reçus au rectorat pour faire le point. Il a obtenu 5 postes dans le premier degré et ce sont des postes fléchés qui vont se trouver à Saint-Martin. Concernant le second degré, et ce qui nous importait le plus, parce que c'est là où on perd quand même, comme je le répète, 35 postes, eh bien, il n'a rien obtenu. Que la ministre lui a dit que tous les postes du second degré ont été distribués et qu'il n'y a rien à attendre. Les syndicats ont alors adressé de nouveau au recteur leurs doléances et restent mobilisés sur ce dossier. Comme il n'y a pas d'avancée, nous avons remis au recteur un courrier sur lequel on lui dit encore notre volonté de pouvoir récupérer les postes. Courrier où encore on précise la situation que nous avons connue au niveau de la Guadeloupe. Et nous demandons à ce que la ministre mandate une délégation pour venir discuter avec nous, chiffre à l'appui, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait récupérer ces 35 postes. En tout cas, on est en train de préparer les collègues parce que nous savons très bien que si nous ne faisons rien, on n'aura rien. La grève, certainement, elle aura lieu. Un certain nombre d'actions seront menées la semaine prochaine, telles qu'un éventuel mouvement de grève ou des fermetures d'établissements. L'enseignement, c'est justement son domaine de prédilection. Professeure de collège d'histoire-géographie, Hélène Polifonte dirige depuis maintenant 3 semaines la commune de Bémao, une fonction qu'elle exerce depuis le départ d'Arichalus pour la région. Karine Gelman a justement suivi ses premiers pas de maire. Voici son reportage. Le 24, bien entendu, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, hein, jour de Noël, où c'est vrai, le jour où on reçoit par excellence des cadeaux. Et c'est vrai que ça a été un très beau cadeau, je l'ai vécu comme ça. Une femme en politique, plus qu'une femme politique, une femme passionnée et fidèle. En quelques mots, voici Hélène Polifonte, la nouvelle maire de Bémao. Bonjour ma chérie, tu vas bien? Bonjour, vous allez bien? Ah, ça va. Ça va, je tiens. Ça va? Oui. Il y a quelques mois, elle n'aurait pas imaginé endosser cette fonction. Jusque-là, elle était 2e adjointe au maire et 7e vice-présidente du conseil régional sous la précédente mandature. Et c'est dans un esprit de continuité que la nouvelle maire compte installer son mandat. L'équipe ne change pas et les grands dossiers seront poursuivis. Mais certains lui tiennent particulièrement à cœur. Ce n'est pas parce qu'on est un nouveau maire qu'on doit tout balayer d'un coup de pied et se dire qu'on a sa propre baguette magique et on casse tout, on refait tout. Cependant, après, bien entendu, viendront se greffer un certain nombre de projets qui me concernent moi, dans toute ma sensibilité de femme, et particulièrement pendant 15 ans, j'ai eu l'action sociale, la cohésion sociale, politique de la ville, la prévention de la délinquance à mon actif. Et donc, c'est dans ces mesures-là que je vais agir, l'éducation surtout, en ma qualité d'enseignante. La mairie de Bémao a donc une maire impliquée dans les affaires, tout en gardant une place à l'enseignement. Professeure de collège d'histoire-géographie et de morale et civisme, elle entend bien conserver cette facette. Mais je tiens à garder ne serait-ce qu'un pied, ne serait-ce qu'avec très peu d'enfants, parce que je pense que pour mon équilibre personnel, parce que j'aime ça, j'aime être avec mes élèves et eux aussi d'ailleurs. Eux aussi d'ailleurs, hier, j'en avais qui pleuraient parce qu'ils ne veulent pas que je les abandonne. Je profite du micro parce que sinon je vais me faire triturer par mes élèves lundi matin. Voilà, mes élèves de 6e, particulièrement la 6G. Je fais un gros coucou et ils m'ont demandé
de leur dire un petit bonjour et de ne pas oublier. Une femme de cœur donc, mais avec une main de fer. Et c'est vrai qu'en plus, on a cette part de sensibilité, mais la sensibilité ne doit pas cacher la fermeté. Quand on est aux commandes d'une ville, on doit garder sa part de sensibilité, on doit garder, toute la féminité, mais on doit aussi être ferme. Oui, c'est oui, non, c'est non. Et ne pas revenir sur le non. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Le Guyana a décidé de renforcer sa coopération avec le Koweït. En Jamaïque, une équipe va déterminer le potentiel de l'île en matière de pétrole et de gaz. Enfin, nous irons en République dominicaine avec un hôtel XXL. Voici la Minute Caraïbe. Guyana, coopération renforcée avec le Koweït. L'ambassadeur du Koweït au Guyana, Ayada Al-Saidi, a invité le président du Guyana, David Granger, à nouer des relations commerciales aussi fortes que les liens politiques qu'il a su établir avec le Koweït. L'envoyé du Koweït a déclaré que le cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah est déterminé à renforcer ses relations commerciales et financières avec le Guyana. Pour sa part, le Premier ministre guyanien a déclaré que le Guyana et le Koweït vont trouver les moyens pratiques pour renforcer leur collaboration. David Granger précise que le Guyana, comme le Koweït, cherchent à développer leurs ressources naturelles pour accélérer la croissance économique et sociale de leurs concitoyens. Le Guyana a soutenu le Koweït à l'ONU alors que ce pays a été occupé par l'Irak. Ils sont tous les deux membres de l'Organisation de la coopération islamique et le Koweït a financé divers projets au Guyana. Depuis sa récente visite en Arabie Saoudite, David Granger s'est créé une forte influence politique et économique dans la région. Plusieurs contrats ont été conclus entre les deux pays en matière de communication, de culture, de commerce et d'investissements structurants. Jamaïque, recherche de pétrole et de gaz. Une étude offshore a été lancée par la Tullow Jamaica Limited et ce sur les 30 prochains jours. Il s'agit pour cette équipe technique de déterminer le potentiel de la Jamaïque en matière de pétrole et de gaz. Un travail exploratoire doit être réalisé sur la côte sud de l'île qui a été identifiée comme un fort potentiel pour une exploration. Philippe Polwell, le ministre des Sciences et de la Technologie et de l'Énergie et de l'Exploitation minière, a indiqué qu'un certain nombre de travaux d'une valeur de 70 millions de dollars américains est entrepris par la compagnie Tullow sous contrat avec le gouvernement. Philippe Polwell a en outre indiqué que des travaux d'une valeur de 10 millions de dollars américains ont déjà été investis. Après cette phase d'exploration s'ensuivra une période de traitement de données sur 6 à 9 mois pour l'interprétation des données. Le gouvernement rappelle que trouver son propre pétrole et gaz donnera une impulsion déterminante à la réalisation de l'indépendance énergétique du pays. République dominicaine, toujours plus grand, après une expérience réussie à Punta Cana, le Hard Rock International continue son développement dans l'île dominicaine. Le groupe a annoncé développer un nouvel hôtel de 40 étages et un casino dans la capitale, Santo Domingo. L'établissement hôtelier comprendra 400 chambres et suites et un casino de plus de 2000 m², une salle de cinéma, une discothèque, 3000 m² de salle de réunion, un spa et bien sûr une salle de cigares. L'établissement hôtelier est prévu d'être commercialisé fin 2017. Rappelons que la République dominicaine est le pays le plus visité de la Caraïbe. L'île a atteint un chiffre record de fréquentation en croissance de 19% avec plus de 26 millions de visiteurs en 2014. Nelson Parker, le vice-président du développement du Hard Rock International, informe que la décision d'apporter un hôtel tout compris et un deuxième casino en République dominicaine est un témoignage de la force remarquable de Saint-Domingue en matière de tourisme. Et on va rester dans la Caraïbe avec l'épidémie de Zika qui se poursuit. Selon le dernier point de l'Institut national de veille sanitaire, la Martinique comptabilise 47 cas biologiquement confirmés autochtones, 15 cas en Guyane. Un cas autochtone a également été confirmé à Saint-Martin. Pour l'instant, il n'y a pas de circulation avérée du virus en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy. La Guadeloupe qui accueille justement pendant 10 jours une mission interministérielle au sujet des algues sargasses. Il s'agit d'une mission d'étude à l'initiative des ministres de l'écologie, de l'agriculture et des outre-mer. Leur but, évaluer les actions déployées pour faire face au phénomène d'échouage des sargasses. Des actions qui ont démarré il y a maintenant un peu plus de 6 mois. On fait le point justement avec Muriel Barlagne. Face à la nouvelle invasion d'algues brunes, le 20 juin 2015, la préfecture et les collectivités locales ont signé un protocole de mobilisation et de solidarité permettant de faire face aux arrivées massives d'algues sargasses sur le littoral guadeloupéen. Un appel à projet a été lancé pour collecter les algues, éviter leur échouage et les valoriser,
Un fonds de secours et de solidarité doté de 1 500 000 € a également été constitué. Entre-temps, en mai, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, a annoncé à son tour un plan d'action en 3 volets. En plus d'améliorer la connaissance sur le phénomène, il s'agit d'aider les collectivités pour le ramassage des sargasses par la création de brigades vertes, mais aussi d'appuyer la mise en place d'infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a de son côté engagé 3 millions d'euros. Les maires de Guadeloupe ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées, mais ces demandes ont été rejetées par le ministère de l'Intérieur. L'urgence est de ramasser les sargasses. Des propositions et des tests de machines innovantes comme le Sargator ont été faites. Pour l'heure, la valorisation des sargasses est au stade des réflexions et des études. On passe au sport, en football, coup d'envoi ce soir de la 13e journée de DH. L'équipe du Red Star Pointe-à-Pitre affronte l'Arsenal Club. Le match débutera tout à l'heure à 20h30. On va reparler de tennis maintenant avec le complexe Gaël Monfils de Petit-Bourg qui accueillera dimanche le tournoi international féminin. Il s'agit de la 3e édition. Plusieurs nationalités seront représentées, de belles affiches donc en perspective. Éric Pommier nous donne plus de détails sur ce tournoi. Complexe Gaël Monfils à Petit-Bourg, c'est là que du 17 au 23 janvier prochain, le gratin mondial du tennis féminin se disputera la 3e édition du tournoi international féminin ITF, lieu où la Française Sherazade Rex, déjà vainqueur en 2014, a écrasé la concurrence l'an dernier. Cette année encore, les organisateurs se réjouissent d'une affiche qui promet un tennis de haut niveau. Ce sont les filles qui rentrent sur le tournoi professionnel, qui viennent chercher leur premier point dans le classement mondial. Et puis voilà, ça tape déjà très fort, ça joue très bien. 13 nationalités diverses ont répondu à l'invitation l'an dernier. Le directeur du tournoi annonce une affiche du même acabit pour cette édition 2016. 2 joueuses de la Tchécoslovaquie, une américaine et une anglaise, figurent déjà sur la liste des invités, preuve que dans le calendrier des grands événements tennistiques, l'ITF de Petit-Bourg a obtenu ses galons de notoriété. Les 2 premières éditions étaient très bien, on craignait un peu parce qu'on découvrait, mais on a un beau complexe, on a de très très bons retours, on aura encore le même juge-arbitre qui apprécie de venir chez nous. Et les joueuses parlent déjà de ce tournoi qui s'inscrit dans un circuit avec la Martinique et Saint-Martin. Non, on propose un bon produit. Là. La Guadeloupe sera également de la partie avec la Guadeloupéenne Brandy Mina en demi-finale hier à l'ITF Martinique. Du beau monde pour relever le tournoi dont le prize money est de 10 000 $. De la concurrence solide pour la tenante du titre, Rex Sherazade, qui tentera à coup sûr la passe de 3, verdict le 23 janvier. Et c'est donc sur ces images de cours de tennis que l'on va se quitter, mais avant on va regarder la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe, un ciel qui devrait être nuageux et qui pourrait d'ailleurs donner lieu à quelques averses. Côté Mercure, les températures afficheront au réveil entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif Minute Sport suivi de votre agenda et du journal de TF1. Vous retrouverez ensuite une météo détaillée de notre région, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et puis votre rendez-vous hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Germain Parent, le président du comité de défense des usagers de l'eau. Jean-Luc Icard que vous retrouverez également demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur Alizé.